Premier produit Apple que vous avez eu. Je suis curieux dans les commentaires, même en replay, je regarderai. Moi, je me souviens, c'était l'iPod bleu électrique avec la petite chaussette. C'était un kiff, c'était incroyable. Écoutez, là j'ai un premier article, je voulais citer l'auteur, mais je pense que c'est le média de façon globale parce que j'ai pas vu l'auteur de citer. L'histoire de l'iPod, une pub à la fois. Je voulais qu'on kiffe ensemble. Je voulais vraiment qu'on prenne un moment ensemble et qu'on se remate les publicités des premiers produits Apple. On va remonter à 2001 là quand même. Apple a annoncé la fin de l'iPod. La société abandonne le dernier produit de sa gamme d'iPod. Ça, c'est des articles qui remontent. Mettant ainsi fin à toute une gamme de produits. Après des décennies sur le marché, l'iPod a révolutionné la façon dont on écoute la musique. Lors de son lancement en 2001, ça fait plus de 20 ans. Il a aussi révolutionné la manière de promouvoir les produits de la musique. Et Apple a toujours misé sur la simplicité pour mettre en valeur ses produits, que ce soit pour le Mac, l'iPod et même l'iPhone. Les messages étaient simples et clairs. Pour rendre hommage à cet appareil révolutionnaire, voici l'histoire de l'iPod à travers ses iconiques publicités. Je trouvais ça génial. Est-ce qu'on se met juste la première ? Je veux juste regarder la première pub Apple, juste pour kiffer. Attendez, regardez ça, ça va être fou. Oh là 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 là, 2001 quoi. iPod, 1,000 songs in your pocket. Oh là là, 1,000 songs in your pockets. 1000 chansons dans votre poche, c'était la promesse du premier iPod. Ça a vieilli un peu, non, quand même. En vrai, c'est cringe. Je trouve que, vraiment, tu te dis... Je vois ça complètement débile maintenant. Bah, c'est fou de se dire il y a un câble. C'est fou de se dire il y a un produit qui fait que de la musique. Genre, tu te dis, 20 ans plus tard, ça paraît complètement logique d'être en Bluetooth, d'avoir ton iPhone qui fait tout. À l'époque, c'était une dinguerie que de pouvoir transporter de la musique. Il n'y a pas si longtemps avant les années 2000, et même encore pendant les années 2000, certaines personnes écoutaient des musiques en se déplaçant avec des écouteurs filaires et avec le lecteur de CD portable. Discman. Le Discman, putain. Et iTunes. Vous avez déjà acheté un titre à 99 centimes sur l'iTunes Store. Ça, c'était une dinguerie. C'était fou. Moi, je me souviens, à l'époque, c'était un truc de fou d'acheter de la musique et en même temps, t'avais LimeWire à côté parce que, du coup, quand tu savais faire, bah évidemment, tu téléchargeais le Walkman. Avant le Walkman. Par contre, pour moi aussi, Romain, c'était le bleu électrique, mais c'était un iPod. C'était l'iPod Nano ? Je confonds iPod... Ah, je confonds avec le Shuffle. C'était bien un iPod Nano bleu. Regardez, je vous montre, moi, le premier que j'ai eu. Le premier que j'ai eu, c'était celui-là. Pas le arrondi, c'était celui-là. C'était exactement celui-là. Ça, c'était fou. Moi, je suis désolé, mais ça, c'était incroyable. Et j'ai racheté il y a pas si... Enfin, si, maintenant, il y a un petit moment, je crois que c'était il y a 10 ans que j'ai racheté un iPod classique, 250 Go. Ça, c'était pour me faire kiffer. Juste, j'avais envie de kiffer. Et de temps en temps... Alors, je vous avoue, comme ça, je vous partage un moment un peu vroom vroom. Je sais que vous aimez bien l'automobile de temps en temps sur la chaîne. À un moment, je vous jure, j'ai roulé... Peut-être que certains m'ont vu avec, c'était un truc complètement débile. C'était un Clash G 700 au carré, Brabus, ok ? À l'intérieur, prise à l'ancienne, USB. Je branchais mon iPod classique dans un Clash G. Mais c'était d'une insolence pure. J'avais l'impression d'être Dr. Dre. Je vous jure, c'était des petits moments comme ça, c'est des petites pastilles de vie où tu te dis, c'est incroyable. Moi qui aimais bien l'automobile, c'était vraiment le truc old school de fou. Et avoir le Clash G avec le gros iPod classique où tu choisissais et t'entendais en plus dans les enceintes, c'est incroyable. Enfin moi je suis désolé, ça me fait remonter des souvenirs, quel kiff. Avec les chaussettes, c'était la folie à l'époque, mais les chaussettes, tu sortais ça, t'avais juste ta musique, mais c'était fou.
Et franchement, c'est un vrai kiff et je le recommande même encore aujourd'hui. Alors d'ailleurs, j'ai pas la réponse à ma question. On est tous d'accord, maintenant vous connaissez la règle dans ce live, on vient tous ici pour être moins con que la veille. Comment est-ce que ça marche aujourd'hui? Il y a toujours l'iTunes Store, tu peux toujours transférer tes musiques sur un iPod. Comment ça marche? Est-ce que maintenant ça marche comme un disque USB et du coup tu le branches genre comme un SSD et tu mets tes musiques dessus? Ça je pense pas, je pense qu'Apple est toujours un peu propriétaire et fermé là-dessus. Mais vraiment c'est une question, iTunes ça marche toujours sur la synchronisation des iPods? Ça fait plus de 10 ans que j'ai pas essayé. Donc franchement, ce jet en vidéo avec Seb, quelle insolence. Ah oui, pour ça c'est vrai qu'il y avait la vidéo. Attendez, je vous montre comme ça vous voyez le mood. Voilà, c'était ce truc débile Non mais mental. c'était ma deuxième option. On Les va rouler deux cons. Voilà. Imagine-moi avec mon iPod classique là-dedans. C'était incroyable. Ça, c'était une époque. Ça, c'était quand même... Voilà, tu vois, le petit écran LCD, là, dégueulasse, avec 5 cm de bord à bord. C'était incroyable. Tu branchais ton iPod là-dedans. C'était fou furieux. Voilà, je vous laisserai aller voir la vidéo pour ceux qui aiment bien l'automobile. C'était différent d'une Tesla, je vous avoue. C'était vraiment différent. Mais honnêtement, un iPod aujourd'hui, pour ceux qui ont envie peut-être de se séparer un peu, d'avoir tout le temps son téléphone à la main avec l'addiction des réseaux sociaux qui va souvent avec, et genre t'es à un rendez-vous, t'attends ton rendez-vous et t'es pas capable de rester juste 2 minutes à regarder un peu ce qui t'entoure et t'es obligé d'être devant ton écran comme une personne qui fume une clope quoi en gros, pour éviter ça, je trouverais ça pas bête de temps en temps de se dire viens on ressort un petit baladeur MP3. En vrai il y a un petit mood je trouve avec les écouteurs filaires et tout. J'ai déjà croisé des petits bobos à Paris là avec les écouteurs filaires, mais genre tu sais qu'ils ont les moyens pour avoir des écouteurs sans fil, je te parle pas de ceux qui ont pas les moyens. Ok, aujourd'hui tu prends n'importe quel écouteur Bluetooth, ça vaut aussi cher que des écouteurs filaires. Pas pour la même gamme, on est d'accord. Mais bref, tout ça pour dire que vous les voyez, c'est genre, c'est des artistes les gars, c'est des artistes. Tu sais, t'as l'impression qu'ils ont du temps que t'as pas. T'as l'impression que leur journée à eux, elle fait pas 24 heures, elle en fait 38. Ils arrivent, ils sont là, tranquilles, avec les petits écouteurs filaires. C'est un mood et je trouve que ça fait vraiment old school, c'est incroyable. Donc c'était lancé en octobre 2001, la première publicité d'Apple pour l'iPod, avec la chanson Take California de Proper Heads. Pardon, je suis nul en ref musical pour le coup. Elle présente un homme qui danse, et là après on a l'iPod, et ça c'est une campagne beaucoup plus connue, je pense, que vous avez tous connue. 1, 2, 3, 4. Mais ça, c'était incroyable. La publicité avec toutes les couleurs différentes. Et là, je vois aussi... Je me rappelle à l'époque, quand tu avais des écouteurs et un câble blanc, c'était le feu, t'étais membre de la team Apple. De ouf. On se la pétait tous, c'est clair. Et là, après, tu as du coup, en 2005, le premier iPod Nano. Voilà, là aussi, ça, c'était une dinguerie. Franchement, c'était fou, ça. Attends, 2005, première génération de l'iPod Nano, on écoute ça. I said, give me that. I said, c'est fort parce qu'honnêtement, il y a rien et il y a tout à la fois. Genre, il fait mine de vouloir arracher l'iPod de l'autre pour le piquer et tout, mais il y a rien quoi. Tu te dis vraiment par rapport aux publicités Apple d'aujourd'hui, c'est incroyable. L'iPod Touch, c'est quelle année ? L'iPod Touch, c'est bien plus tard. Hein. Il y a eu l'iPod Nano commercial, il y a eu l'iPod Nano 5e génération, donc moi j'avais pas le 5e génération, j'avais le 2e. Voilà, ça c'est mon époque. Pardon, mais comme ça je parle un peu comme si c'était mes enfants qui regardaient. Vous savez papa, quand il y avait la musique, on disait pas Google met la musique. Non, on disait pas ça. On allait dans notre tiroir, on croisait les doigts pour retrouver notre iPod qui était souvent en train de glisser entre le coussin du canapé. Tu le sortais, ça faisait déjà une semaine qu'il était là. Parfois tu l'avais oublié, il était pas chargé, tu devais le charger. Ensuite tu cherchais tes écouteurs. Quand tu avais trouvé les écouteurs, ils étaient emmêlés. Quand tu as réussi à les démêler, tu le branches. Et souvent, à ce moment-là, tu pouvais avoir un petit flip avec la molette qui ne fonctionnait plus. Ah, quelle époque.
Ah, c'était beau. C'était complètement remasterisé, les iPods. Et là, on était en quelle année? Sur la seconde génération. Et c'est là où on se souvient des silhouettes dansantes qui ont marqué les années 2000. Apple lance iTunes pour les PC. L'entreprise se met donc à vendre autant la musique que son lecteur de musique. L'accent est donc mis sur les chansons et les artistes eux-mêmes. Le groupe U2 lance d'ailleurs sa chanson Vertigo à travers une publicité d'Apple. Et on avait le premier iPod en 2005. Et là, on ressent déjà, je sais pas si je dis une connerie, mais peut-être que c'était dans les années, en même temps un peu que la tectonique. On a déjà un peu le côté, je sais pas, plus street. Ça fait plus street cette pub. Putain, c'était fou quoi. C'est incroyable. Il y a un autre article aussi que j'avais sélectionné pour comprendre l'invention qui a changé la face d'Apple en reparlant du coup de l'iPod, qui était peut-être un peu plus explicite. C'était un article là de Frandroid que j'avais sélectionné, on peut se le mater ensemble. Tu penses que les prochains hits commerciaux seront générés par IA ou alors les marques vont chercher à prioriser la connexion humaine pour justement se démarquer du contenu de masse? Alors moi je pense que en synthèse, tout le monde en a rien à foutre et à la fin ils voudront juste faire un truc qui marche. Voilà. Donc si c'est l'IA qui fait un truc qui marche, ça sera l'IA. Si c'est fait par un humain, ça sera de l'humain. Si c'est un humain qui utilise l'IA, ce sera un humain qui utilise l'IA. Mais je pense vraiment que c'est se mentir à soi-même que de dire « Ouh là là, l'IA, elle sera pas dans la musique, machin ». C'est exactement comme si, à l'époque, on disait, et c'est ce qui a été dit d'ailleurs, « Ah non, les effets sur la voix avec l'ordinateur, c'est pas bien, c'est pas des vrais chanteurs qui chantent vraiment. » Bon, bah aujourd'hui, tu prends n'importe quel rappeur, tout le monde utilise évidemment des effets audio par-dessus sa voix, modifie sa voix, et c'est pas grave, c'est l'informatique qui a créé des nouveaux sons aussi. Donc je pense que l'IA sera la même chose. Il y a toujours un truc qui compte, c'est quelle est l'émotion que ça va dégager chez les auditeurs. C'est tout. Si ça te dégage de l'émotion, je suis désolé, moi je m'éclate aussi bien en ce moment sur un son fait à 3h du mat par Anime que j'adore et que je regarde beaucoup sur TikTok qui me fait marrer. Sa dernière musique là avec Brice de Nice, mais putain quel régal. Ça m'éclate de voir notre génération faire des trucs pareils. Et en même temps, je prends du kiff à mettre du Dr Dre qui date d'il y a plus de 20 ans. Et en même temps, je prends du kiff sur le dernier clip de Big Flo et Oli tourné chez Airbus. Incroyable, GG les gars, trop bien. Le Fuck à Colors, il est magique. Et en même temps, je vais regarder Harry at Home qui est un freestyler américain qui est dans les rues de New York. Et en fait, à la fin, tout ce qu'on veut, c'est être touché par l'art. C'est est-ce que ça te provoque quelque chose ou pas? C'est la seule question qu'il y a à avoir. C'est tout. Voilà. Donc moi, je suis complètement pour la technologie, j'ai aucun problème avec l'adopter, maintenant à condition que ça provoque quelque chose quoi, voilà. Salut, va falloir la vidéo de « Il a imaginé l'iPod de 2026 ». Oui, on m'en a parlé tout à l'heure, de Jules Gouy, il a imaginé l'iPod de 2026, on peut se mater si vous voulez pour le kiff avant de relire un peu l'article pour comprendre l'histoire, et c'est vrai que Jules, qui travaille avec Vinci aussi, et je trouve ça incroyable, là, la dernière vidéo qu'il a faite, elle est sur YouTube? Elle est en shorts? Elle est en shorts. Je me suis toujours demandé à quoi pourrait ressembler un iPod en 2026. Alors, j'ai fini par le créer, en 3D sur Blender. Commençons par la base, la forme. Si on regarde ce qu'il se passe dans le monde des appareils liés à la production musicale, ils sont toujours très propres, très lisses, avec pas mal de boutons et de switches analogiques. Mais mon iPod, ce sera quand même un produit tech. Alors je vous présente la pièce centrale qui rassemble ces deux mondes, le Magic Switch. À la fois une pièce tactile et analogique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il permet à la fois d'effectuer des actions comme sur un pavé tactile, un peu comme sur la télécommande d'une Apple TV, mais en plus d'être cliquable, il peut aussi se tourner. L'écran n'étant volontairement lui pas tactile, j'ai fait un bouton pas trop haut pour le toucher et je l'ai accompagné d'un léger grip pour inciter à l'action. Mais j'ai un deuxième bouton à vous montrer. Il y a un truc qui a toujours été particulier sur les iPods, c'est la gestion du son. Sur beaucoup de modèles comme celui-ci, il n'y a pas de bouton dédié, c'est pas très clair. Alors, on va changer ça. Ce que vous voyez là, c'est un potentiomètre, et il permet de faire deux choses. D'augmenter ou de baisser le volume en le tournant simplement, mais aussi de brancher une prise jack. J'ai beau penser qu'il n'y a rien de mieux que les AirPods, l'iPod ça reste surtout un appareil à utiliser avec votre propre système d'écoute, et il a peut-être un câble jack. J'ai évidemment ajouté un port USB-C pour la recharge et pour y connecter des accessoires, mais c'est pas la peine de le brancher à un Mac, il embarque une connexion Wi-Fi et un accès à Apple Music ou encore Apple Podcast avec la possibilité de télécharger toute sa bibliothèque. Je lui ai d'ailleurs ajouté des haut-parleurs externes sur le dessus, je trouve que c'est toujours utile, et il est évidemment compatible avec les AirPods, il embarque AirPlay, le tout dans un système d'exploitation dédié iPadOS 26. Ah, et j'ai oublié, l'iPod c'est un produit coloré, évidemment, alors je vous présente ses couleurs. Le classique avec ses touches d'accent mango, mais aussi un bleu, un orange, un vert et un rose. Et voilà ma vision de l'iPod s'il devait sortir en 2026. Alors, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et n'hésitez pas à vous abonner pour en découvrir plus sur la tech. Magnifique, franchement incroyable. Quel taf, bravo Jules. C'est très très bien fait, Johnny Ive n'a qu'à bien se tenir. Franchement, c'est très bien fait. Je trouve ça très très beau. Et j'aime bien ces produits-là.
Ça me fait penser, vous savez, à une marque en audio que je connais très mal, mais qui, pour autant, je trouve est fabuleuse. C'est tous les produits Macintosh. Est-ce que vous connaissez ces produits-là? C'est vraiment des produits audiophiles. Genre ça, j'y connais rien, mais genre ça peut valoir genre 30 000 €, tu vois. Et j'adore, j'avais eu la chance quand j'étais jeune de toucher ces machines-là, je me souviens, chez un ami de la famille. Et c'était fabuleux d'avoir les boutons, les petits loquets, les petites aiguilles. Franchement, c'est incroyable. Et ces produits, c'est ouf. Je pense vraiment que le jour où j'ai de la thune à plus quoi savoir en foot, je me crée juste un système son avec ça. Pas parce que c'est meilleur que le reste, ou peut-être que ça l'est, je sais pas, je m'y connais pas assez. Faudrait demander ça à Pépé Garcia. Mais franchement, je trouve que c'est des machines fabuleuses. Et toute l'installation Macintosh Audio Setup, ça vraiment pour ceux qui connaissent Teenage Engineering, ça je connais pas. Ah mais voilà, mais regarde, genre ça c'est fou! Ça c'est trop beau, ça c'est incroyable. En fait ça marque une époque, vous voyez, c'est un peu comme le dernier live quand on parlait de Ferrari, avec les V8 atmosphériques, les moteurs V12 atmosphériques et tout. Pour moi, t'as une dégaine quoi. T'arrives en 360 Modena Spider, tu te prends un petit verre, et là, t'as les Macintosh que t'allumes et t'entends tout. C'est juste fou quoi. Je trouve que c'est un vrai mood pour ceux qui sont vraiment très jeunes et qui n'ont pas connu ce genre de produit-là. Avant, tu méritais genre de mettre de la musique. Vraiment, quand t'avais même à l'époque le dock iPod quoi. C'était incroyable. Sur l'histoire de l'iPod un petit peu, j'avais envie de revenir là-dessus, sur un article de Frandroid, et j'avais dire que l'invention d'un appareil aussi petit que l'iPod pour écouter de la musique en vadrouille vient d'une entreprise dont le cœur de métier était de faire des ordinateurs plutôt massifs et de cibler davantage la vidéo plutôt que la musique, en laquelle Steve Jobs croyait moyennement. Mais il paraît qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, et sans ça, la face de la musique que l'on connaît aujourd'hui en aurait sans doute été grandement changée. Là, on a évidemment Steve Jobs en 1998. J'avais refait la même photo sur Instagram, faut que vous alliez la voir. C'était éclaté à refaire exactement la même avec le même produit. J'étais trop content de faire ça, c'était marrant. Le génie de Cupertino veut numériser la vie de tout un chacun, et cela passe par le concept de foyer numérique dont le Mac serait le cœur. Capable de supporter tous les usages et de centraliser toutes les actions pour faciliter l'expérience utilisateur. Alors après la vidéo qu'il voulait pouvoir monter et la retouche photo numérique, Jobs comprend assez tardivement l'effervescence de la musique gravée sur CD. Un phénomène alors en plein boom, tandis que Napster, en version plateforme peer-to-peer, est un peu pirate à l'époque, et d'autres comme Kazaa connaissent leur heure de gloire, et que les fabricants de graveurs de CD comme HP voient leurs ventes s'envoler. Voilà, ça ressemblait à ça Napster à l'époque. Alors je suis arrivé juste après un peu Napster, il y avait déjà LimeWire, il y avait déjà Emule, il y avait tout ça. Napster, j'ai pas connu. Je suis né en 96, donc forcément, logiciel de téléchargement de Napster dans les années 90. Apple vint tardivement au graveur intégré dans ses appareils, et pour cause, Jobs ne trouvait pas le système à plateau CD élégant. Mais bien que focalisé sur la vidéo jusque-là, il finit par saisir l'ampleur prise par le phénomène de la musique numérique. L'importation de morceaux de musique des CD vers l'ordinateur devenait le passe-temps favori de beaucoup de mélomanes qui téléchargeaient aussi les titres depuis des logiciels de partage avant de graver le tout sur des CD vierges. C'est fou, c'est incroyable. Et là, t'as déjà le lecteur musical pour Mac Sound Jams avant qu'Apple ne le retouche. Waouh, ça c'est vieux ça quand même. C'est incroyable, je trouve ça ouf. Fin 2000, Jobs mobilise ses équipes pour lancer la réflexion et la conception d'un lecteur numérique maison. Durant quelques mois, les ingénieurs d'Apple réfléchissent aux composants nécessaires, alors difficiles à trouver. Ils ne veulent surtout pas faire aussi complexe et pauvre en capacité que les appareils concurrents. Il y en avait une quinzaine de titres embarqués uniquement dans ces produits-là, c'était pas assez pour Jobs. En février 2001, l'aventure va s'accélérer. John Rubinstein, ingénieur chargé du projet, réussit à rassembler les pièces qui lui semblent indispensables et surtout le cœur du futur lecteur, un mini lecteur de 4,5 cm capable de stocker l'équivalent de 5 gigaoctets de données, soit 1 millier de titres. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, une vidéo YouTube qu'on met en ligne sur ma chaîne YouTube fait en moyenne 15 gigas. Une vidéo de 30 minutes. À l'époque, ils étaient ultra contents d'avoir 5 gigaoctets de données pour avoir environ 1000 titres. Toshiba ne savait pas quoi faire de sa découverte. Apple trouva pour lui et en obtint les droits exclusifs. Alors pour assembler les pièces, il fallait un maître d'œuvre. L'expert design, Johnny Ive, était déjà sur le pont d'autres projets et son équipe, lui, elle n'avait pas le temps de réfléchir au futur iPod. Alors Rubinstein enrôla alors un programmeur atypique, au look un peu décalé et cyberpunk, ancien de chez General Magic et Philips Electronic, Tony Fadell.
Surtout un homme qui avait déjà tenté de vendre son idée de lecteur numérique performant à Sony, Philips ou encore Real Networks, en vain. Bah oui, parce que encore plus Sony, il fabriquait des CD. Donc tu te dis, je vais surtout pas ne plus vendre de CD, vaut mieux que je continue à vendre des CD. C'était ça hein, l'industrie de la musique au début. Je trouve ça méga intéressant, dites-moi ce que vous en pensez d'avoir vraiment l'histoire de l'iPod, je trouve ça ouf. Rubinstein avait flairé le bon profil et joua son va-tout pour le faire venir, son va-tout, et joua son va-tout, d'accord. Je n'avais jamais entendu cette expression, mais très bien, je serais moins con qu'hier. Pour le faire venir et lui exposer le projet. Créer un lecteur de musique qui fonctionne avec iTunes. Banco pour Fadel, qui se lança dans le projet, comme consultant d'abord, car il tenait à sa liberté, puis sous la pression de Rubinstein, comme employé d'Apple. Fadel se sentit d'ailleurs piégé, le jour où on lui força quelque peu la main pour signer son contrat et rejoindre l'entreprise, ou bien quitter le projet, alors que celui-ci était enfin sur de bons rails avec Fadel à sa tête. Cette mésaventure jeta un froid entre les deux hommes. De nombreuses années durant, ils se querellèrent pour revendiquer la paternité de l'iPod. Rubinstein estimant qu'il avait rassemblé les pièces pour concevoir l'iPod, et Fadel jugeant qu'il lui avait donné vie et qu'il avait eu l'idée d'un lecteur bien avant Apple. Alors Jobs s'en moquait et il voulait que l'appareil soit sorti avant Noël et présenté en octobre 2001, soit près de 6 mois seulement plus tard. Un délai super court à la Steve Jobs, quoi. Voilà. Alors Fadel avait une prémonition, ce projet va remodeler le visage d'Apple et dans 10 ans, vous verrez, ce sera une boîte dédiée à la musique, pas à l'informatique. Il avait déjà prédit que Apple, 10 ans plus tard, se tournerait vraiment dans la musique et pas que dans l'informatique. Aujourd'hui, il y a Apple Music, évidemment, il y a plein d'artistes qui sont signés, il y a Apple Podcast, enfin franchement, c'est précurseur de ouf, quoi. Une petite entreprise fabriquant des lecteurs MP3 qu'Apple embarqua à sa suite pour créer l'iPod. Donc c'était justement des employés de Portal Player. Comme bien souvent, Steve Jobs récupérait la base pour redessiner en fait le logiciel, l'épurer de ses fonctions trop complexes pour n'en garder qu'une interface simplifiée. Il fallait juste que l'objet tienne dans une poche à la façon d'un paquet de cigarettes. 1000 titres dans votre poche. C'est tout ce qu'il voulait. Et c'est comme ça qu'en avril 2001, Fadel présenta son concept à Jobs sous forme d'un modèle avancé avec un écran LCD. Phil Schiller lui apporta sa touche personnelle, la célèbre molette qui fera le succès de l'iPod avec la possibilité de naviguer aisément dans les menus déroulants de l'interface et passer rapidement une centaine de morceaux en tournant simplement son doigt plutôt qu'en appuyant un nombre incalculable de fois sur un bouton. C'était ce fameux drrrr quand tu descendais dans ta playlist de musique. C'est Jobs qui du coup valida le projet avec un mantra simplifié, exigea-t-il de ses équipes. Tout devait être fait et le morceau lancé en moins de 3 clics. C'est fou, hein. À chaque fois d'avoir tout le temps cette exigence-là, je trouve ça incroyable. Putain, elle est géniale cette affiche. Oh là 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 là. 26 juillet 2004 pour 3,95 $. iPod. C'est fou, je trouve ça génial. Quelle époque. Quelle époque. Je vous laisserai aller lire tout l'article si vous voulez toute la suite là sur Frandroid. J'avais vraiment envie de faire, je sais pas, un panel d'entrevues de plein d'histoires différentes. Et vous l'avez connu vous cet iPod ou pas? Parce que moi non. Enfin, je l'ai jamais eu entre les mains le tout premier. Moi j'ai eu après les prochaines, les versions qui suivent quoi. Sa meilleure carte mais qui risque tout ton argent, son va-tout, sa meilleure carte. Et ben je savais pas que son va-tout c'était genre sa meilleure carte. Voilà, j'apprends une expression. Il faut que tu checkes Teenage Engineering, mais c'est plus moderne et c'est une aura différente. Attendez, je vais regarder parce que tout à l'heure, je parlais de Macintosh, j'ai envie de découvrir. Ah ouais, c'est complètement... Ah ouais, c'est vraiment différent. J'avais déjà vu les produits et je ne connaissais pas la marque, mais j'avais déjà vu les produits. C'est sublimissime. Oh là là, c'est beau. C'est très Blade Runner, quoi. Incroyable. Ah non, c'est ouf. C'est vraiment joli. Putain, merci pour la découverte. J'irai regarder un peu ce qu'ils font. Vous saviez que tous les communiqués de presse d'Apple sont toujours en ligne? Genre, vous allez sur la newsroom et les archives d'Apple, vous sélectionnez iPod, et là, je suis allé regarder pour vous tout à l'heure avant le live. Là, par exemple, tu as le communiqué de presse du 7 février 2006. Apple dévoile le nouvel iPod Nano à 169 €. C'est incroyable. Je trouve ça trop cool d'avoir tous les communiqués de presse encore actifs. Si tu prends par exemple le Mac, on peut aller voir le communiqué de presse du premier Mac. Apple présente le MacBook Pro le 10 janvier 2006. Ça a commencé ça a commencé peut-être un peu plus tard. Apple commence à livrer Mac mini doté du processeur Intel Core Duo. Ah, l'époque quoi. C'est incroyable. Je trouve ça cool qu'ils aient tout laissé. Ça nous permet de voir. Là, j'avais pris un article de Camille Coirot sur la fameuse enveloppe qui contenait un Mac. L'article a été écrit en 2025 et 17 ans plus tard, on s'en souvient encore, le MacBook Air n'était pas qu'un ordinateur, c'était une déclaration, de la puissance et un design qui ne font qu'un. Bon, est-ce que vous vous souvenez, pardon, je monte ça d'emblée, mais c'est exceptionnel. There's something in the air. What is it?
Well, as you know, Apple makes the best notebooks on the planet. The MacBook and the MacBook Pro. These are the standards in the industry by which competitive products are judged. Well, today we're introducing a third kind of notebook. It's called the MacBook Air. Now, Pause. Ça m'a donné une idée. Ça vous dit que de temps en temps on se fasse des lives où je commente de très vieilles conférences? Genre on regarde les premières conférences où il y a Bill Gates qui parle avec Steve Jobs. On se fait ça? Je l'ai fait traduire soit via une IA pour que ce soit plus simple pour vous à suivre en français et tout ça, mais ça vous dirait genre un peu un hall de tech conférence où vraiment je le market comme ça, en mode je commente la conférence du premier iPhone. Et on revoit ensemble juste la conf du premier iPhone quoi. On reprend la température de la salle, l'ambiance de l'époque. C'est ouf. Je pense qu'on va faire ça. Je pense qu'on peut faire ça. C'est une bonne idée. Bon, les droits et tout, on repassera, mais je pense que c'est une bonne idée. what is the MacBook Air? In a sentence, it's the world's thinnest notebook. Et ça, vraiment, pardon, on se remet à une époque. À cette époque-là, vous vous souvenez des gros PC de merde, là, les trucs énormes où tu l'allumais, ça faisait... Et vraiment, t'avais encore, tu sais, le petit, comme dans les ordinateurs ThinkPad, t'avais ce petit truc en mousse, là, au milieu du PC. Genre, on vient de là, hein. Et le PC portable, à l'époque, alors, il y avait déjà des MacBooks qui avaient déjà révolutionné un petit peu l'autonomie. Mais à l'époque, un ordinateur portable était tout le temps branché sur secteur. Il n'a de portable que le nom. Mais l'usage, t'as intérêt à avoir une prise à côté, parce que tu te disais, ouais, ça va, j'ai 25%. Sur un Windows, à l'époque, un 25%, si tu arrivais à l'allumer sans qu'il s'éteigne, c'était fabuleux. Ou alors, j'avais même connu sur les Packard Bell, la batterie que tu devais enlever parfois, ou alors elle était mal fixée, et de temps en temps, quand je soulevais l'ordinateur, elle tombait légèrement et t'as l'ordi qui s'éteignait d'un coup. On est tous de la même team ou pas? So, what does that mean? Well, we went out and looked at all the thin notebooks out there. Most Pardon, mais ça va être une idée de fou, hein. On va revoir des anciennes confs et tout, et je vais inviter des gens. On va passer une soirée à se mater des vieilles confs. Ah non, mais j'ai trop envie. Ça va être génial. people think of these, the Sony TZ series, they're good notebooks. And they're thin, right? This is what they look like. Side view there. We looked at all of them out there and kind of tried to distill the best of the breed of all of them. And, you know, they generally weigh about 3 pounds. They're, in this case, in the Sony's case, they're about 0.8 inches to 1.2 inches thin. They're wedge shape. This is quite representative. They compromise, though, to get the weight down on things like the display. They have an 11 or 12-inch display, most of them an 11. They also compromise on the keyboard. Instead of putting full-size keyboards in, they make miniature keyboards. Il fait monter la sauce, là. And they don't run them as fast as they could because their thermal envelopes don't support faster processors. Part of the MacBook Air is still thinner than the thinnest part of... Là, il est en train d'expliquer que la ligne verte, là, c'est la finesse du MacBook Air comparé aux ordinateurs qui, eux, prennent tout le rectangle qui de base est blanc et the vert. TZ series. Okay? We're Et talking regardez ça. thin here. So, it's so thin, it even fits inside one of these envelopes that we've all seen floating around the office. And so let me go ahead and show it to you now. This is it. Let me take it out here. This is the new MacBook Air, and you can get a feel for how thin it is. Yeah, there it is. C'est génial, c'est génial. Quel kiff de revoir ça ensemble et tout, c'est incroyable.